Les premiers faits d'agression sexuelle par mon grand-père, ils remontent à l'été de mes 10 ans et demi et ça a duré jusqu'à à peu près mes 16 ans. La première fois, on était dans une forêt. Je pense avoir vécu des choses bien plus tôt que ce que je me rappelle clairement. Au procès, ma psychiatre qui avait fait une lettre pour expliquer justement mes traumatismes. Il y avait 4 pages de lettres, 4 pages entières de termes médicaux pour expliquer tous les traumatismes que j'ai au quotidien maintenant, qui m'impactent encore. J'étais une enfant très speed, très souriante, très demandeuse, volontaire, toujours avec le sourire et ça cachait beaucoup de choses derrière. Je rêvais de devenir assistante chimiste, d'aller en STL, sciences et techniques de laboratoire. Et sinon, j'avais pour idée peut-être d'être professeur de lettres. Donc voilà, j'avais des aspirations assez hautes pour une enfant de ma catégorie sociale, parce que clairement, j'étais pas du tout dans une catégorie sociale aisée ou autre, et j'avais un papa qui avait un travail somme toute classique. Je vais faire un résumé de mon enfance. Donc, je suis née à Marseille en 1993. Je suis partie vivre à Mayotte avec mes 2 parents jusqu'à mes 4 ans et demi. Après, on est rentré en France et mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. À partir de mes 5 ans, j'ai vécu qu'avec mon papa à Bandol, dans le Var, et j'y ai vécu jusqu'à mes 12 ans. À mes 12 ans, mon père, il a déménagé à Toulon, donc j'ai vécu avec lui pendant 1 an à Toulon, et ensuite il est rentré en prison. Mais moi, je ne vivais pas avec ma mère, j'avais des contacts avec elle que pendant les vacances et quand on pouvait se voir. Du coup, quand mon père est rentré en prison, je me suis retrouvée en foyer à partir de mes 13 ans. Et donc, j'ai passé mon enfance à l'aide sociale à l'enfance, à partir de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ma majorité, et je voyais ma mère pendant les vacances. À partir de mes 13 ans, moi, j'étais en foyer, et mes grands-parents avaient le droit de visite, et à partir de mes 15 ans, ils ont fait une demande pour m'héberger chez eux. Donc, j'ai vécu chez mes grands-parents pendant plus d'1 an, donc chez mon agresseur, à portée de main, hein, clairement. Et c'est à ce moment-là que ça a été très très compliqué pour moi, c'est devenu vraiment compliqué. J'ai fait une grosse fugue, et en retour de fugue, c'est moi-même qui, en allant chez ma grand-mère voulait appeler les flics pour me retenir à la maison. Et je lui ai dit, bah ça tombe bien, passe-moi le téléphone, j'ai des choses à leur dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit ce qui m'était arrivé et que j'en ai parlé pour la toute première fois. Mais du coup, j'ai vécu en foyer, en famille d'accueil, chez mes grands-parents, en tiers digne de confiance, c'est des gens qui peuvent s'occuper de vous, et en lieu de vie, c'est des tout petits centres. Donc j'ai eu beaucoup d'endroits différents, j'ai eu une enfance pas mal ballottée. Mon rapport avec mes parents, il était plutôt bizarre. J'étais assez proche de mon père, ma maman et mon papa se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et ma mère avait des problèmes psychiatriques à l'époque. Moi, je savais pas du tout pourquoi et je comprenais pas vraiment que c'était des problèmes psychiatriques. Mais en tout cas, je voyais pas souvent ma maman. Je vivais beaucoup avec mon père. Et je sentais qu'on n'était pas dans une famille où tout allait bien et tout était rose. Mais à côté de ça, j'idéalisais pas mal mon père. Je l'aimais énormément. J'avais des rapports avec mes grands-parents au tout début de ma vie, jusqu'à mes 6-7 ans. Après, il y a eu un clash familial, dont je me rappelle pas très bien, mais tout ce que je me souviens, c'est que j'ai demandé à mon père de venir me chercher et que je suis partie de chez mes grands-parents. Et je les ai pas revus jusqu'à mes 9 ans. C'était les parents du côté de ma mère. Et à part ça, j'étais pas très famille, hormis la famille très proche, donc mon papa et ma maman quand je la voyais, mais je la voyais pas souvent à partir de mes 5 ans. Les premiers faits d'agression sexuelle par mon grand-père, ils remontent à l'été de mes 10 ans et demi, mais du coup, c'est ce que moi, je me souviens clairement. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs précis à partir de mes 10 ans et demi. La première fois, on était dans une forêt. C'était une forêt qui était à côté de la maison de chez mes grands-parents, où j'avais une cabane. Et mon grand-père m'a caressé les seins et m'a demandé de le rejoindre dans sa chambre pour la sieste. C'est le tout premier épisode dont moi je me rappelle clairement. Par contre, j'ai des ressentis, des impressions et j'ai pu décrire des salles que j'ai connues quand j'étais toute petite, parce que j'avais apparemment 5-6 ans quand ils habitaient là-bas. C'était aussi avec mon grand-père et moi je ressens quelqu'un sur moi et moi je suis toute petite.
Je pense que c'est lui, mais vu que j'ai pas de souvenir précis, j'ai pas porté plainte pour ces faits-là. J'ai porté plainte à partir de mes 10 ans et demi. À partir de la première agression sexuelle qui a eu lieu dans cette forêt et à partir du moment où je suis allée dans la chambre de mon grand-père pour les siestes, ça a été très très rapide. Les premières agressions, c'était des caresses mutuelles et dès la première fois, la première sieste, il m'a demandé de lui faire une. J'avais 11 ans, il m'a éjaculé dans la bouche, donc voilà, c'est des choses qui marquent clairement. Il faisait passer ça comme un jeu ou un mode d'éducation en disant que ça lui faisait du bien, que c'était pour faire plaisir à son grand-père, que ma grand-mère, elle le faisait pas beaucoup, que c'était normal, qu'il fallait pas se poser de questions, ce genre de choses. En fait, il me parlait beaucoup et limite s'il me noyait pas sous les paroles pour me permettre de peut-être m'adoucir et me faire ce qu'il avait envie de moi en fait. Et du coup, au tout début, ça a été ça, caresse et fellation de ma part. Il a très très vite aussi voulu me faire des cunnilingus et en fait, l'escalade, c'était toujours, il en fallait toujours plus, très très rapidement. En 2 ans, on est passé d'un rapport de fellation, cunnilingus et caresse à la pénétration à partir de mes 13 ans. Donc voilà, c'est rapide. Au début, que mon grand-père a commencé à pratiquer ses actes sur moi, j'avais pas forcément conscience de ce qui se passait, mais je me sentais gênée et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Même si je pouvais pas vraiment le définir, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Après, au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est que forcément, en grandissant, je commençais à me poser des questions. Je me rendais compte que, par exemple, avec une copine à qui j'ai demandé clairement si s'était passé des choses dans sa famille avec des membres de sa famille et qui m'a répondu que c'était pas normal. Et là, j'avais 12 ans et j'ai assez fait la sourde oreille en mode ok, j'en prends conscience, mais en même temps, ça m'avait pas vraiment marqué puisque j'avais ce. Je sais pas si tous les enfants sont comme ça, mais j'avais vraiment cette impression d'avoir l'enfant du week-end quand j'étais chez mes grands-parents ou des vacances et l'enfant de la semaine. Et ce que je subissais le week-end, la semaine, j'essayais vraiment de le. C'était même pas. Je pense que c'était totalement inconscient, mais je l'oubliais et je le gardais de côté. Du coup, de temps en temps, je posais des questions et je me rendais compte qu'il y avait des trucs de pas normal. Mais au tout départ, pendant un an, c'était vraiment fait avec délicatesse, avec mielerie. C'était limite si il essayait pas d'atténuer les choses. Il y avait aucune violence de sa part. Il y avait pas du tout de menaces ou de choses comme ça. Les seules menaces qu'il pouvait y avoir, c'était si ta grand-mère elle l'apprend, elle va me tuer et elle risque de te tuer aussi, parce que ma grand-mère c'est une italienne, elle a le sang chaud. Et du coup, il jouait beaucoup là-dessus. Il y avait, voilà, quand on se disputait avec ma grand-mère, ça pouvait partir loin. Et voilà, il m'avait clairement fait comprendre que c'était notre secret, ça oui. Après, plus tard, le problème qu'il y a eu, c'est que ensuite, j'avais commencé à prendre conscience que ce qu'il me faisait, c'était pas bien. Mais je me posais d'autres questions derrière. C'est est-ce que du coup, ce que je fais moi aussi, c'est pas bien? Et est-ce que c'est pas de ma faute ce qui se passe? Et donc à ce moment-là, t'es foutu parce que si tu penses que c'est de ta faute, t'oses plus parler en fait, t'oses plus demander de l'aide. Et je me disais que c'était un peu de ma faute, que c'était moi qui l'avais cherché, que de toute façon, quand il me demandait, j'acceptais. Donc du coup, j'avais qu'à me taire. Et ensuite, quand j'ai complètement pris conscience des choses, je me suis dit un jour je porterai plainte. Donc ça, je l'ai pensé assez tôt, vers 14 ans et demi, 15 ans, mais je l'ai fait qu'à mes 17 ans. Mais je l'ai pensé vers 14 ans et demi, 15 ans, et les derniers rapports qu'on a eu ensemble, c'est à partir de mes 15 ans et demi, 16 ans, où j'avais déjà mis le holà à mes 15 ans, en disant je veux plus que tu me touches. Il en a encore profité quelques fois quand j'étais pas bien, dans des moments de faiblesse en fait, où il arrivait, où j'arrivais pas à lui dire non, vraiment, littéralement, c'est terrible, mais c'est ton grand-père, tu l'aimes, tu sais que ce qu'il fait c'est pas bien, mais t'es tellement emporté dans le truc que t'arrives pas à dire non, t'arrives pas à refuser, tu te sens complètement bloqué, et dans ces moments-là, il arrivait encore à profiter de moi. Alors, pour mon grand-père, il y a eu ma maman qui apparemment a subi des choses par lui aussi. Au début, quand moi j'essayais d'en parler, déjà j'ai posé la question à mon grand-père, quand j'avais 12 ans, directement. Je me rappelle que je lui ai dit, mais dis-moi, du coup, est-ce que ça se passe avec d'autres personnes de la famille, ce qu'on fait tous les deux? Et du coup, mon grand-père, il me disait non, ça se passe que entre nous. Le problème, c'est que moi, je me sentais oppressée par ça et donc je cherchais absolument à savoir si il y avait pas d'autres personnes qui l'avaient vécu et tout ce qu'il savait me répondre c'est j'ai essayé avec ta mère et ta tante est frigide et du coup ça c'est à 12 ans qu'il m'a dit ta tante est frigide. Moi je connaissais pas ce mot donc je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire frigide et là il m'a expliqué, il m'a dit ça veut dire qu'elle aime pas ça et qu'elle veut pas se laisser faire. Du coup moi dans ma tête j'en ai conclu que il avait essayé avec ma tante et avec ma maman. Pendant plusieurs années, on disait que ma mère, elle était folle et qu'elle accusait justement des gens de lui avoir fait des choses quand elle était jeune. Et moi, clairement, j'ai compris à ce moment-là
que c'est qu'elle était pas folle en fait, c'est juste qu'elle l'avait vraiment vécu. Mais je pouvais pas le confirmer. Jusqu'au moment où j'ai eu une conversation avec elle à mes 17 ans, juste avant de porter plainte, et où je lui ai dit, du coup, dis-moi, donne-moi des preuves, genre, dis-moi à quoi il ressemble son sexe, dis-moi comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait quand il demande d'avoir des rapports. Et là, ma mère, elle m'a clairement décrit la même chose que ce que j'avais vécu. Donc pour moi, ma maman l'a vécu. Et quand j'ai porté plainte, j'ai précisé pour ma tante. J'ai dit qu'il m'avait dit qu'elle était frigide. Que pour moi, s'il dit qu'une personne est frigide, c'est qu'il a essayé. Et ma tante, elle a dit que c'était pas vrai. Elle a vraiment nié avec force et fracas et elle m'en a mis plein la gueule en disant que non, c'était pas vrai et c'était jamais rien passé. Donc voilà. Les premières fois que ça s'est passé, j'en ai pas du tout parlé, parce que mon grand-père il me disait que c'était un secret et qu'il fallait pas en parler, et du coup, vu que j'étais encore assez jeune, c'était l'été de mes 11 ans, j'étais plutôt, comment dire, influençable. C'était facile de me dire, voilà, encore une fois, j'aime mon grand-père, je veux pas lui faire de mal, il me dit, tu fais pas ça, je le fais pas, et c'était assez facile que j'en parle pas. Par contre, à force que je me pose des questions, j'essayais de tendre des perches. J'en parlais pas clairement, mais j'essayais de tendre des perches. J'en ai parlé à ma meilleure amie quand j'avais 12 ans, mais moi je m'en rappelais plus. Et au moment de porter plainte, on m'a posé la question si j'en avais parlé à quelqu'un. Et vraiment, j'ai réfléchi longtemps et j'ai pas su le dire. J'ai pas su dire j'en ai parlé à une personne. Et quelques années plus tard, dans une conversation, ma meilleure amie me dit putain, mais c'est terrible parce que tu me l'avais dit à moi, donc t'aurais pu le dire et j'aurais témoigné. Et en fait, je m'en souvenais plus du tout. Et elle m'a dit, moi j'étais petite et j'ai pas percuté et tout, mais je sais qu'on en a parlé, il y a eu des conversations autour de ce sujet-là. Et plus tard, j'ai essayé vraiment de tendre des perches à des professeurs avec qui j'étais proche, à ma grand-mère en personne. Combien de fois j'ai essayé de lui faire comprendre quand elle disait à mon grand-père, ah mais tu lui fais tout passer à tête petite, et moi je lui disais, ah bah oui, il me fait tout passer, hein, tu sais bien, hein, comme ça. Et j'essayais vraiment. Donc j'ai essayé, vraiment, j'ai vraiment essayé d'en parler, mais j'arrivais pas à le dire clairement. Je voyais même des psys à cette époque-là, parce que pour une autre raison, moi j'étais en foyer et je dépendais de l'aide sociale à l'enfance. Du coup, j'ai été suivie aussi par un psy et j'ai jamais réussi à lui dire non plus. Et jamais personne ne s'en est rendu compte non plus d'ailleurs. Alors la première agression, elle était l'été de mes 11 ans et ça a duré jusqu'à à peu près mes 16 ans. En sachant qu'à partir de mes 15 ans, je comprenais vraiment qu'il fallait pas et j'essayais de mettre un terme et que c'est passé à une relation beaucoup plus malsaine. C'est-à-dire que là, il savait que j'étais plus d'accord, il savait que j'avais pas envie, il voyait bien que c'était difficile de me faire venir à lui. Donc, étant donné que j'étais accro à la drogue, quand j'avais pas d'argent, il me payait contre des rapports sexuels. Du coup, il me rendait complice de ce qu'il faisait et ça a été encore plus dur après pour porter plainte parce que j'avais l'impression d'être vraiment coupable à cette période-là. C'était très très compliqué. À partir de mes 18 ans, moi j'avais trouvé un foyer incroyable, j'étais en Aveyron, dans un tout petit lieu de vie, avec donc 8 jeunes pour un éducateur. J'étais bergère, j'avais vraiment repris ma vie en main, j'avais porté plainte, j'étais dans une super bonne lancée. Ce qui se passe, c'est que quand tu es à l'ASE, on te propose des contrats jeunes majeurs. En principe, quand tu es lancé dans cette situation, je suis censée vraiment pouvoir y prétendre à ce moment-là. Sauf que, pour une raison obscure, l'aide sociale à l'enfance a dit « Ok, on veut bien faire un contrat jeune majeur avec elle, mais elle revient à Toulon. » Donc l'endroit où mon grand-père me violait, l'endroit où je me sentais super mal, l'endroit où je partais tout le temps en fugue, ils ont jamais accepté que je reste en Aveyron. Du coup, mon éducateur, il pouvait rien faire parce que il aurait perdu ses licences s'il me gardait chez lui, il avait vraiment pas le droit, le directeur du foyer. Donc le jour de mes 18 ans, je me suis retrouvée à la rue. La première nuit que j'ai passée dehors, j'avais pas 18 ans. La première nuit que j'ai passée dehors, c'était pendant des fugues et j'ai fait pas mal de fugues dans mon parcours ASE. Du coup, la toute première, j'avais 13 ans. J'étais à Toulon et à partir de 18h le soir, je voulais pas rentrer au foyer. Mon papa était en prison depuis pas longtemps et moi je me sentais super mal. Le foyer, je connaissais même pas l'existence des foyers avant que mon père rentre en prison et qu'on m'explique que j'allais finir en foyer. Du coup, vraiment, ça n'allait pas du tout. Et j'ai été voir un groupe d'SDF qui était à côté de la gare de Toulon. Et je leur ai demandé où est-ce qu'ils dormaient la nuit. Ils m'ont clairement vu venir à 1000 km. J'ai essayé de leur faire croire que j'avais 16 ans. Ils m'ont vu venir à 1000 km en me disant non, t'as pas 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je leur ai expliqué ce qui m'arrivait. Ils m'ont dit écoute, nous on veut bien te garder avec nous cette nuit, on dort sous le pont de la gare. Par contre, le matin, à partir de 7h30, il y a les flics. Donc il faut que tu sois reparti et surtout, il vaudrait mieux pour toi que tu retournes au foyer, au moins que tu t'expliques avec eux et que tu vois. Donc j'ai passé la nuit avec ces SDF-là, qui avaient clairement rien sur eux, qui étaient morts bourrés, qui m'ont donné tout ce qu'ils avaient, ils m'ont empilé dans des manteaux, mais vraiment ça a été des amours incroyables, c'était ma toute première expérience de rue. J'ai pleuré toute la soirée, j'étais pas bien, et le lendemain ils m'ont dit tu retournes au foyer, ils m'ont payé un billet de bus et je suis repartie au foyer. Et ça a été ma toute première expérience de rue. J'étais vraiment toute jeune, parce que j'avais à peine 13 ans, pas encore 14 ans. Et ensuite, j'ai fait plusieurs fugues, des fugues de 2 semaines, des fugues de 2 mois, et à chaque fois, je dormais dehors ou en forêt, ou je me faisais loger chez des gens.
J'ai vécu dans la rue vraiment à l'année, à partir de mes 18 ans, de mes 18 ans à mes 19 ans et demi. Et après, j'ai eu une autre période de rue à partir de mes 22 ans jusqu'à mes 27 ans. Et ensuite, encore une autre de mes 28 à mes 29 ans. Mon mode de vie à la rue, il a été très différent selon les périodes, l'âge que j'avais et selon si j'étais dans la rue ou si je décidais de prendre un sac à dos, une tente et de partir en montagne. En fait, il y a eu deux aspects. Au tout début, je dirais de mes 18 à mes 19 ans et demi, la toute première fois où j'étais dans la rue, j'ai vécu la rue en mode tu restes au même endroit, t'essayes de trouver de l'argent à droite à gauche, t'essayes de te faire dépanner à droite à gauche. Et voilà, t'es dans une petite portion de la ville. Donc moi, j'étais au quartier de Saint-Jean à Toulon. J'étais toujours devant le Leclerc de Saint-Jean et je faisais toujours ma manche là-bas. Je vivais un peu comme un SDF qu'on appellerait le zonard aujourd'hui, donc la personne qui reste toujours sur place et qui peut y rester des années, que tu vas rencontrer dans 10 ans, tu le reverras, c'est le même. Ça a été ma toute première partie. Après, il y a eu des événements qui ont fait que je suis sortie de la rue et j'ai redécouvert la rue plus tard, à partir de mes 22-23 ans. À ce moment-là, j'ai pas vécu la rue de la même manière. J'ai décidé de faire la manche en ville, de tous les jours essayer d'avoir ce qu'il me fallait pour vivre un petit peu bien, genre une vingtaine d'euros pour pouvoir avoir des cigarettes, à manger, de quoi boire. Et après, je prenais un sac à dos. Au début, j'avais pas de matériel, j'avais un sac à dos de merde. J'avais un espèce de petit duvet, mais vraiment, c'était un truc, c'était n'importe quoi, avec des petites couvertures dessus. Et je partais en forêt ou en lisière de forêt, en nature, et j'essayais de me mettre un petit peu à l'extérieur des villes. Et ensuite, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an, 2 ans. Et ensuite, j'ai compris que au quotidien, c'était compliqué de vivre comme ça. Parce que heureusement, j'ai plein d'amis partout. Et je m'arrangeais toujours quand j'étais trop claquée pour soit faire une grosse manche et me payer une chambre d'hôtel ou un B&B ou un truc, soit demander à des potes de m'héberger chez eux pendant quelques jours. Mais en fait, quand t'es dans la rue, souvent t'as pas envie de dépendre des gens. Et du coup, soit je trouvais des personnes qui pouvaient m'héberger sur 2-3 jours pour pas les faire chier et je restais pas plus longtemps parce que je voulais surtout pas affecter ma relation avec eux et mon amitié avec eux parce que je voulais les garder précieusement. Soit il m'est arrivé d'être hébergée sur des longues périodes par des familles qui me rencontraient à la Manche. Donc par exemple, quand j'étais à Paris, un peu plus tard, j'ai été hébergée pendant 1 an et demi par une personne incroyable. C'est devenu ma famille en fait, hein, clairement. Ils ont 4 enfants et c'est un couple, ils vivent à La Réunion maintenant. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont plus hébergée, parce que notre hébergement a pris fin quand ils ont déménagé. Et ils m'ont proposé de venir à La Réunion avec eux. Mais sans diplôme et en ayant le passé que j'avais, je leur ai dit clairement, je vais m'enterrer si je viens à La Réunion. Enfin, c'est pas possible, je vais pas faire la Manche à La Réunion et vivre à vos crochets pendant des années. Mais voilà, ça a été une famille incroyable. Mais il y avait plus de, à ce moment-là, j'avais plus de plomb dans la cervelle. Je savais que fallait que je fasse gaffe à mon matériel. Je mettais des sous de côté dès que j'en avais. J'avais demandé le RSA parce que pour toucher le RSA, c'est un peu compliqué quand tu vis dehors. Il faut avoir une adresse. Donc il faut être, dans tous les cas, soit domicilié quelque part, soit domicilié auprès d'une association. Les associations, si t'es domicilié auprès d'eux, il faut y aller toutes les semaines. Et il faut rester dans la même ville. Moi, étant donné que j'étais pas du tout dans ce mode-là, à ce moment-là, j'étais vraiment devenue la SDF routarde. J'étais plus la zonarde. Je voulais bouger, voyager, voir du pays. Je me disais, quitte à être dans la rue et être en galère, je peux être en galère partout, en fait. Donc autant aller voir les endroits que j'ai envie de voir. Et puis voilà. Puis c'était plus facile à l'époque de frauder le train. Donc on va pas se mentir, je dois pas mal de sous à la SNCF. Mais voilà. Du coup, ça a été une période où j'ai connu plein de personnes. Et c'était hyper important dans ma vie de voir du monde. Et j'avais ces deux options. Les options rue où je restais vraiment à la rue pendant longtemps, surtout sur Paris. Et les options, j'en avais marre, et où je prenais mon sac à dos, ma tante, et j'allais visiter. Donc, par exemple, j'ai fait les Pays Basques, magnifique, en plein mois de février 2019, j'ai adoré. J'ai beaucoup fait l'Alsace, j'ai adoré l'Alsace. Alors, bizarrement, être à la rue en Alsace, il fait froid, mais les gens sont incroyables. Strasbourg, c'est la seule ville de toute la France que j'ai visitée où quand je suis arrivée à la cathédrale, les flics sont venus me voir, j'ai pris ma carte d'identité en me disant ça y est, je vais me faire virer, ils m'ont regardé, ils m'ont dit non, on n'a pas besoin de tes papiers, on te donne notre numéro de téléphone, t'as un problème, tu nous appelles. Voilà l'Alsace, vraiment, genre l'accueil des Alsaciens, la police qui arrive, qui te donne son hume, j'ai bugué. Enfin, j'ai visité plein de régions incroyables, j'ai eu la chance de rencontrer plein de monde, et du coup, voilà, il y a eu plusieurs modes de vie à la rue. On parle souvent de conduite à risque après un traumatisme. Moi, j'ai eu plus que des conduites à risque. J'ai eu des conduites à risque, j'ai eu des conduites d'évitement, j'ai eu des moments de dissociation, et c'est des choses qui se mettent en place dans ton cerveau que tu ne comprends pas, parce que tous ces mots et tout ce dont je te parle là, moi je le savais pas à l'époque où je le subissais, et je l'ai appris bien plus tard lors de mes premiers témoignages, parce que j'ai rencontré des professionnels en fait qui témoignaient sur le même sujet, notamment Muriel Salmona, qui est devenue ma psychiatre ensuite et qui est spécialiste en mémoire traumatique et victimologie. Du coup, j'ai eu des conduites à risque pas mal.
Mais la première conduite à risque que j'ai eue finalement, c'est celle d'être à la rue. On pense que la rue conduit à des conduites à risque, mais en fait, je pense que c'est ce que tu as vécu qui conduit à la rue, qui est déjà une conduite à risque en soi. Et ensuite, bien évidemment, j'ai consommé beaucoup de drogue. J'ai eu des moments où je cherchais sexuellement des choses qui étaient mauvaises pour moi. Et je me sentais tellement sale que je me salissais plus encore. J'ai eu mais ça, c'était plus jeune. Des moments où je me mettais en danger, mais bêtement, genre, je sais pas, j'allais escalader un truc alors que je savais très bien que je pouvais crever à n'importe quel moment, combien de fois je l'ai fait, ou de vivre dans des squats avec des gars qui étaient un petit peu louches, et voilà, enfin, j'en ai eu plein des conduites à risque. Il y a des personnes qui vont tomber dans le sport extrême, qui vont faire des sports incroyables, qui vont avoir un niveau de fou en plus, mais ça part d'un traumatisme. Il y a beaucoup de soldats, on dit qu'ils vont rester bloqués là-bas. En fait, tout ce que j'ai subi, je pense, ça m'a plus tard provoqué des syndromes de stress post-traumatique. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ça, du syndrome de stress post-traumatique. Moi, j'aimerais vraiment remettre le holà là-dedans. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est sur 2 cas, et seulement 2 cas. Les personnes qui ont été à l'armée, tout ce qui est lié pompiers, gendarmerie, en fait, quand tu as des chocs méga puissants, et les personnes qui ont subi des viols. Point barre. Donc toutes les personnes qui vont me dire je suis dans un syndrome de stress post-traumatique, non. Tu es en stress, tu as eu un traumatisme, certes, mais le syndrome de stress post-traumatique, c'est vraiment très spécifique. C'est pour les soldats et pour les personnes qui ont vécu des viols. On a réussi à faire un parallèle justement grâce au docteur Muriel Salmona. C'est très très compliqué à expliquer, donc je m'y aventurerai pas parce que je suis vraiment pas pro. Mais en tout cas, il faut pas entendre voilà tout ce qu'on entend partout, c'est pas toujours le cas. C'est vraiment très particulier et ça peut être reflété par beaucoup de syndromes différents. On englobe beaucoup de choses dans les syndromes de stress post-traumatique. Il y a les conduites d'évitement, donc le fait de justement, dès que tu vas avoir une situation qui va te rappeler un traumatisme, non, j'en veux pas, je m'en vais, je m'en éloigne. Ça peut malheureusement te conduire à plus avoir de fréquentation, ne plus voir de monde, ne plus sortir. Ça peut te conduire à beaucoup de choses. Il y a les conduites à risque, il y a la dissociation. Donc la dissociation, c'est le fait de consommer par exemple des drogues pour pouvoir penser à autre chose, ou de consommer des médicaments, ou une dissociation saine, ça pourrait être, je sais pas moi, d'aller écouter des concerts ou d'aller faire des balades en nature. Ça peut être dissociant et c'est sain. Mais c'est malheureusement plus rare. Souvent quand on parle de conduite dissociante, on va penser à la drogue en priorité. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a la sidération aussi. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte sur la suite. En fait, ce que j'ai vécu, le traumatisme que j'ai vécu, en soi, le viol, ok, c'est terrible, c'est un super dur moment à passer, mais comme je disais avant, j'étais enfant et j'avais cette chance limite de pouvoir passer à autre chose. C'est terrible de le dire comme ça, mais c'est limite ça. Alors que maintenant, les traumatismes, ils sont 1000 fois plus forts que ce que je me rendais compte quand j'avais 12-13 ans sur l'instant, en fait. C'est ce qui reste après, et ça peut rester pendant des années, et j'ai de la chance d'avoir vu des psychiatres incroyablement compétents, parce qu'il y a des personnes, enfin même ma maman, qui l'a vécu, elle en est pas là où je suis, clairement, et ça se voit, elle a des traumatismes, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. J'ai décidé de porter plainte quand j'avais à peu près 15 ans, et je me suis dit que je le ferais quand ma grand-mère, elle serait morte. Sauf que, les années passant, ma grand-mère, elle était pas en bonne santé, mais elle s'accrochait quand même pas mal, et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a peut-être mes cousines qui sont derrière moi et qui le subissent, donc il faut que j'en parle. Et quand j'ai fait cette grande fugue que j'ai fait l'été de mes 16 ans, que ma grand-mère m'a récupérée à la maison et qu'elle a voulu en fait m'enfermer à la maison, elle voulait appeler la police et je lui ai dit appelle-les. Et là ça a été la toute première fois où j'ai réussi à me confier à un policier, donc c'était à mon retour de fugue. Et j'en ai parlé de moi-même, j'ai voulu déposer plainte de moi-même, j'y ai été le lendemain matin parce qu'ils ne pouvaient même pas me mettre en foyer ou en sécurité. Ça veut dire que la nuit où j'ai dit à la police, enfin c'était la gendarmerie, mais bref, où j'ai dit à la gendarmerie que je subissais des viols par mon grand-père, on m'a dit ok, mais il t'a pas touché depuis longtemps. Je dis bah non, j'étais pas là. On m'a dit est-ce que tu te sens capable de dire non? J'ai dit ouais. On m'a dit bah clairement, on n'a pas de place là en foyer, on peut pas te mettre en foyer, donc on m'a laissé chez mon agresseur, chez la personne chez qui je voulais porter plainte, toute la nuit jusqu'au lendemain matin que je porte plainte. Donc à ce moment-là, j'en ai parlé pour la première fois, mais ça n'a servi à rien. La plainte que j'ai portée à la gendarmerie, j'en ai plus jamais entendu parler. Moi, j'ai été transférée en foyer. Dès que j'en ai parlé, on m'a mis en foyer et ensuite on m'a mis en Aveyron. Et c'est en Aveyron, au bout de 4-5 mois, que mon directeur de foyer m'a dit écoute, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu vas pas bien dans ta vie et tout. Et puis moi, je me suis effondrée en larmes et je lui ai dit bah oui, tu m'étonnes que je vais pas bien dans ma vie, il m'arrive plein de trucs dans la gueule et personne ne fait rien. Et donc du coup, il me pose des questions et là, je lui explique. Il me dit mais je suis pas du tout au courant qu'il y a une plainte, tout ça, demain on va au commissariat à Millau, on va voir ce qui se passe. Et mon directeur de foyer m'a accompagnée à Millau quelques mois plus tard, en Aveyron,
pour reprendre le dossier en fait et dire mais attendez, on est là, il y a une plainte qui a été déposée, il faut faire quelque chose. Donc c'est grâce à lui, je pense que l'affaire a été un peu reprise, puis réoubliée quelques années plus tard, et enfin réactivée par la présence de mes témoignages dans différents médias. Bizarrement, ça a fait réveiller la justice. J'ai été soutenue par ma famille en partie dans mon dépôt de plainte, c'est-à-dire que ma maman m'a tout de suite soutenue, m'a tout de suite bien évidemment cru, et mutuellement, quand j'ai eu cette conversation avec elle où je lui ai vraiment demandé de m'expliquer les choses selon son point de vue, moi aussi je l'ai cru et j'ai compris beaucoup de choses sur ce qui se disait sur elle, notamment qu'on disait qu'elle était folle depuis des années, qu'elle était malade, qu'elle pétait des câbles tout le temps, qu'elle foutait le bordel aux fêtes de famille. Oui, bah oui, logique, du coup. Donc voilà, ma maman m'a tout de suite soutenue. Par contre, ma grand-mère, à partir du moment où j'ai porté plainte, la femme de mon grand-père, a pris la décision non seulement de rester avec lui, mais en plus de ne pas me croire, jusqu'aux aveux de mon grand-père. Quand mon grand-père a avoué, elle a décidé de me croire, mais de dire que c'était de ma faute. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais très proche de ma cousine, avec qui on avait 6 mois d'écart, et quand j'ai porté plainte, on nous a clairement séparés. En gros, pendant des années, on a dit à ma cousine que c'était moi le problème, l'instigatrice. On lui a caché le plus d'informations possible. Et moi, derrière, j'avais la haine contre ma famille et notamment contre cette cousine parce que tout le monde me disait que personne ne me croyait et que plus personne ne voulait me parler, en fait. Il m'a fallu des années avant de récupérer des liens familiaux avec cette cousine de qui j'étais vraiment très très proche. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux entre nous. Et ma grand-mère est morte l'an dernier. Et du coup, peut-être que je reprendrai quelques contacts avec mon oncle, ma tante, à voir. Le truc, c'est que mon oncle et ma tante ne s'entendent pas du tout avec ma mère. Et que moi, à partir du moment où j'en ai parlé, j'ai l'impression que clairement la famille m'a tourné le dos et je vois pas trop pourquoi j'irais faire plus d'efforts que ça pour retourner en contact avec eux. Je pense ne pas me souvenir de tous les détails de ce que j'ai vécu. Je pense avoir vécu des choses bien plus tôt que ce que je me rappelle clairement, mais j'ai pas de souvenir d'agression sexuelle précise. Tout ce que je me souviens, c'est un homme sur moi, dans une pièce que j'ai décrite à ma mère et qu'elle m'a dit être l'appartement de mes grands-parents quand j'étais petite. Donc, j'en conclus que c'est sûrement mon grand-père. Mais étant donné que j'ai pas de souvenir plus précis que ça, j'ai préféré ne pas l'intégrer à ma plainte. Parce que j'aurais pu, on m'a dit que je pouvais, mais je me suis dit, autant tabler sur des choses de tangibles. Après, je sais qu'il y a des méthodes psychiatriques pour pouvoir faire remonter des souvenirs, pour se rappeler. On me l'a proposé à l'époque de ma thérapie, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je pense que je me souviens d'assez de choses comme ça, c'est déjà assez impressionnant ce dont je me souviens. Je sais que je parle avec d'autres victimes maintenant, j'ai beaucoup de contacts associatifs, tout ça, et j'ai une mémoire incroyable des faits par rapport à d'autres. Du coup, à mon avis, ce que j'ai oublié, si je l'ai oublié, c'est pas pour rien. Je suis déjà bien assez traumatisée comme ça, j'ai pas envie maintenant, dans la vie que je mène, de me rajouter des choses dessus. Donc, sûrement de l'amnésie traumatique, mais on va en rester là.